Sa main se déplaça dans l'air avec une précision qui trancha le silence comme une lame aiguisée. Il resta figé sur sa chaise, les yeux grands ouverts fixés sur ses doigts agiles formant des signes qu'il connaissait depuis l'enfance. Depuis l'accident. Depuis le jour où le monde était devenu muet pour lui. Personne n'avait jamais fait cela. Pas ici. Pas pour lui. Pendant 12 ans à fréquenter ce restaurant, il avait toujours été traité comme l'homme étrange du coin, celui qui pointait le menu et ne parlait jamais. Et maintenant, une serveuse noire aux yeux intenses lui demandait en langue des signes s'il voulait le plat habituel. Son cœur battit de manière irrégulière. Une chaleur monta dans sa gorge, une émotion qui n'avait pas visité sa poitrine depuis si longtemps qu'il la reconnut à peine. C'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans un sous-sol oublié. Il leva les mains tremblantes et répondit, les mouvements hésitants après des années sans utiliser cette langue avec quelqu'un d'autre. Oui, le plat habituel. Merci. Elle sourit. Ce n'était pas le sourire poli et distant des autres employés. Il était sincère, chaleureux, comme si elle comprenait exactement ce que signifiait ce moment. Elle hocha la tête pour confirmer et se dirigea vers la cuisine, le laissant seul avec un tourbillon de pensées qu'il ne pouvait organiser. Il s'appelait David Chen. 52 ans. Milliardaire dans le secteur de la technologie. Propriétaire d'un manoir qui ressemblait plus à un musée vide qu'à un foyer. Sourd depuis l'âge de 5 ans, lorsque la voiture de ses parents avait fait une sortie de route sur la route mouillée en revenant d'un week-end à la campagne. Ils étaient morts sur le coup. Il avait survécu, mais l'impact lui avait volé l'audition pour toujours. Il avait grandi dans des internats, changé de tuteur à plusieurs reprises, hérité de la fortune familiale à 18 ans et construit un empire dans les années suivantes. Mais le succès n'avait jamais comblé le vide qui habitait sa poitrine depuis ce matin pluvieux d'automne. Chaque soir, sans exception, David dînait au Océan Bleu, un restaurant discret au centre-ville. Ce n'était pas le meilleur restaurant que son argent pouvait payer. Il n'avait pas d'étoile Michelin ni de chef célèbre. C'était juste un endroit ordinaire, avec des tables en bois usé et des lumières jaunes, où il pouvait s'asseoir à la même table dans le coin, manger le même repas et faire semblant pendant une heure d'être une personne normale. Les employés le connaissaient déjà. Il ne le dérangeait jamais avec des questions. Il pointait, il servait, il payait et s'en allait. Simple, sûr, prévisible. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il y avait une nouvelle employée. Elle portait le tablier standard du restaurant, ses cheveux bouclés attachés en chignon haut, et portait un plateau avec l'assurance de quelqu'un qui faisait ce travail depuis des années. Lorsqu'elle s'approcha de sa table, David se prépara à la routine habituelle. Pointer le menu, hocher la tête, éviter le contact visuel prolongé. Mais alors elle s'arrêta devant lui et ses mains commencèrent à bouger. Et le monde entier sembla s'arrêter avec elle. Il observa tandis qu'elle revenait avec le plat fumant, le posait soigneusement sur la table et faisait un autre signe. Bon appétit. Il ne put s'empêcher. Les mains bougèrent avant que son cerveau n'autorise. Comment as-tu appris ça? Ses yeux brillèrent d'une chose qui semblait être une compréhension profonde. Mon fils est sourd. 7 ans. J'ai appris pour lui. David sentit sa poitrine se serrer. Fils. Elle avait un fils. Bien sûr qu'elle en avait un. Quelqu'un d'aussi jeune et vibrant avait certainement une vie complète en dehors de cet endroit. Probablement un mari aussi. Une famille. Des liens. Tout ce qu'il n'avait pas. Mais l'information venait accompagnée d'une autre émotion, quelque chose de proche de l'admiration. Elle avait appris une langue entière par amour pour son fils. Elle s'était consacrée, avait étudié, pratiqué jusqu'à pouvoir communiquer couramment. Combien de gens feraient ça? Il hocha la tête pour la remercier et elle s'éloigna pour servir d'autres tables. David toucha à peine à la nourriture. Ses yeux suivaient la serveuse tandis qu'elle se déplaçait dans la salle, servant les clients, souriant, prenant les commandes. Il y avait une énergie en elle, une lumière qui semblait illuminer tout l'endroit. Et pour la première fois en plus d'une décennie, il ressentit autre chose que le vide habituel. Il ressentit de la curiosité, de l'intérêt, l'envie d'en savoir plus. Quand il eut fini de dîner, elle revint avec l'addition. David prit son portefeuille, mais hésita. D'habitude, il laissait quelques billets sur la table et partait sans cérémonie. Aujourd'hui, ce fut différent. Il prit l'une des cartes de visite qu'il portait toujours, la retourna et écrivit avec une écriture soignée. « Merci pour aujourd'hui. Vous avez fait la différence. » Il mit la carte avec le paiement et un pourboire généreux, supérieur au prix total du repas. Elle prit l'argent, vit le pourboire et écarquilla les yeux. Elle essaya de rendre une partie, secouant la tête, mais il était déjà en train de se lever. Il fit un signe rapide. « C'est pour vous. Vous le méritez. » Et il partit avant qu'elle ne puisse protester. Dans la voiture, conduisant dans les rues désertes vers le manoir vide, David se rendit compte qu'il souriait.
Quand avait-ce été la dernière fois? Il ne s'en souvenait plus. La maison l'accueillit avec le silence habituel, les immenses pièces répercutant ses pas solitaires. Mais cette fois, le silence semblait différent. Moins oppressant. Presque expectatif, comme s'il attendait quelque chose qui était sur le point d'arriver. Cette nuit-là, David ne réussit pas à dormir. Il resta allongé, fixant le plafond, revivant ces quelques minutes de conversation en signe. Quelque chose avait changé. Une porte s'était ouverte, et même sans savoir ce qui se trouvait de l'autre côté, il savait qu'il ne pourrait pas simplement la refermer et faire semblant que rien ne s'était passé. La nuit suivante, il retourna au Océan Bleu, plutôt que d'habitude. Le cœur battant lorsqu'il poussa la porte en verre et entra dans la salle. Il la chercha immédiatement, et la voilà, prenant la commande d'une famille à la table du centre. Lorsqu'elle le vit, elle hocha la tête et sourit, ce même sourire sincère qui avait bouleversé tout son monde ordonné. David s'assit à la table habituelle et attendit. Cette fois, lorsqu'elle s'approcha, il était prêt. « Bonjour. Comment s'est passée votre journée ?» Ses mains répondirent avec fluidité. « Fatigante, mais bonne. Et la vôtre ?» Il hésita. « Longue. J'étais impatient de venir ici. » Avait-il été trop honnête? Probablement. Mais elle ne sembla pas mal à l'aise. Au contraire, le sourire s'élargit. « Je suis contente que vous soyez revenu. Quel est votre nom ?» Il est plat, David. « Et vous ?» Elena. Elena. Le nom semblait parfait, correspondant à tout ce qu'il avait observé chez elle. Ils commencèrent une conversation hésitante, échangeant des informations de base entre les interruptions de son travail. Il découvrit qu'elle avait 28 ans, travaillait au restaurant depuis 3 mois, vivait avec son fils et sa mère dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Le père de l'enfant était parti lorsqu'il avait découvert la surdité, laissant Elena seule pour élever l'enfant. David ressentit de la colère en entendant cela. Quel genre d'homme abandonne son propre fils? Mais il ne fit aucun commentaire. Au lieu de cela, il demanda des nouvelles du garçon. Comment est-il? Ses yeux s'illuminèrent d'une manière qui fit serrer la poitrine de David. Incroyable. Intelligent, drôle, curieux de tout. Adore les dinosaures et dessiner. Rêve de devenir paléontologue. Ils parlèrent jusqu'à ce que d'autres clients commencent à se plaindre du retard. Elena s'excusa, promit de revenir, et David hocha la tête pour dire que ce n'était pas grave. Il commanda le plat habituel, mais prêta à peine attention au goût. Son esprit était complètement absorbé par la conversation, par cette connexion inattendue qui était née de nulle part. Quand il partit cette nuit-là, David sut que quelque chose de fondamental avait changé dans sa vie. Il ne pouvait pas nommer exactement quoi, mais sentait le poids de ce changement dans chaque cellule de son corps. Pour la première fois depuis des décennies, il avait quelque chose à attendre au-delà du prochain business ou investissement. Il avait quelqu'un qui le voyait, qui parlait sa langue, qui le traitait comme une personne, pas comme l'homme riche et étrange du coin. Il retourna la nuit suivante. Et la suivante. Et encore la suivante. Il s'asseyait toujours à la même table, commandait toujours le même plat, mais maintenant il y avait des conversations. De vraies conversations, fluides en signes entre les intervalles de son travail. Il parla de ses parents, de l'accident, de la façon dont il avait construit son entreprise à partir de zéro. Elle parla des défis d'élever un enfant seul, des préjugés auxquels elle faisait face en tant que mère célibataire et noire, des rêves qu'elle avait pour offrir une vie meilleure à son fils. David se surprit à penser à elle pendant la journée. Dans les affaires importantes, lors des réunions avec les investisseurs, dans les décisions qui déplaçaient des millions de dollars, une partie de son esprit revenait toujours à Elena. À la façon dont elle mordillait sa lèvre lorsqu'elle réfléchissait à la bonne réponse. À la façon dont ses yeux brillaient lorsqu'elle parlait de son fils. À ce sourire qui illuminait même les coins les plus sombres de son âme. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. 3 semaines après cette première rencontre, David était assis dans la salle de réunion du 40e étage de son immeuble d'entreprise, entouré de cadres en costume cher qui parlaient à travers un interprète. Les chiffres à l'écran montraient des profits records, des expansions internationales, une croissance exponentielle. Mais son esprit était à des kilomètres de là, dans un restaurant simple où une femme en tablier servait les tables et conversait avec lui comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. L'interprète toucha son bras, le ramenant à la réalité. Le conseil attendait une décision concernant l'acquisition d'une entreprise rivale. 50 millions de dollars. David hocha la tête mécaniquement, autorisant l'opération. Les cadres sourirent, satisfaits. Aucun d'eux ne savait que l'homme qui venait de déplacer une fortune pensait à emmener Elena et son fils dîner dans un endroit meilleur, peut-être leur faire découvrir un monde différent. Mais il y avait un problème. Un problème qui grandissait chaque nuit qui passait.
David n'avait pas encore révélé la vérité sur qui il était vraiment. Pour Elena, il n'était que David, un homme poli qui dînait seul chaque soir. Elle ne savait rien de sa fortune, de son manoir de 20 pièces, de ses entreprises réparties sur 3 continents. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile de se dévoiler. Ce soir-là, lorsqu'il arriva au Océan Bleu, il trouva Elena visiblement perturbée. Ses yeux normalement brillants étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Il s'assit et demanda immédiatement ce qui s'était passé. Elle hésita, s'essuya les mains sur son tablier et commença enfin à signer avec des mouvements tendus. Le médecin avait appelé. Il y avait une chirurgie expérimentale qui pourrait restaurer une partie de l'audition de son fils. Ce n'était pas garanti, mais les chances étaient bonnes. Très bonnes. Le problème était le coût. 250 000 $. Une somme impossible pour quelqu'un qui gagnait le salaire minimum plus les pourboires. Elle avait essayé des prêts, des campagnes en ligne, demandé de l'aide à des connaissances. Rien n'avait fonctionné. Le délai pour planifier l'intervention touchait à sa fin. David sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. 250 000 $. Il dépensait plus que cela en vin rare. C'était une fraction insignifiante de sa fortune. Il pouvait résoudre ce problème par un simple virement bancaire. Mais comment faire sans révéler qui il était? S'il offrait l'argent maintenant, il devrait expliquer. Et alors Elena saurait qu'il avait menti par omission toutes ces semaines. Qu'il s'était assis là, écoutant ses difficultés financières, les factures en retard, les heures supplémentaires pour acheter du matériel scolaire, alors qu'il pouvait tout régler en un clin d'œil. Il prit sa main sur la table, un geste audacieux qui les surprit tous les deux. « Nous trouverons un moyen. Je te le promets. » Elle secoua la tête, les larmes coulant sur son visage. « Il n'y a pas de moyen. J'ai tout essayé. Le temps est presque écoulé. » Il serra sa main plus fort. « Fais-moi confiance. S'il te plaît. » Elle le regarda longuement, cherchant quelque chose dans ses yeux. Enfin, elle hocha la tête, essuyant ses larmes avec la manche de son uniforme. « Très bien. Je te fais confiance. » Les mots frappèrent David comme un coup de poing. Elle avait confiance en lui. Confiance en l'homme qu'elle connaissait depuis seulement 3 semaines. L'homme qui avait caché la majeure partie de sa vie. La culpabilité se tordit dans son estomac, âcre et lourde. Cette nuit-là, David dormit à peine. Il planifia, calcula, examina toutes les options. Il devait aider, mais d'une manière qui ne soulèverait pas de soupçons. Pas encore. Il devait d'abord s'assurer que les sentiments entre eux étaient réels, non contaminés par l'argent. Il avait déjà vu ce genre de situation, avec des connaissances qui ne savaient jamais si elles étaient aimées pour ce qu'elles étaient ou pour ce qu'elles possédaient. Il ne voulait pas que cela arrive avec Elena. Pas quand elle représentait la première connexion authentique qu'il avait eue depuis des décennies. Le lendemain matin, David appela son avocat personnel. Il expliqua la situation, omettant les noms et détails identifiables. Il voulait créer une fondation anonyme qui paierait la chirurgie. L'argent viendrait d'un don d'un bienfaiteur mystérieux. L'hôpital recevrait le paiement directement. Elena ne connaîtrait jamais l'origine réelle des fonds. L'avocat organisa tout en 48 heures. La fondation fut créée, l'argent transféré, l'hôpital contacté. Tout fut fait par l'intermédiaire de personnes et de papiers qui obscurcissaient complètement la trace jusqu'à David. Lorsque l'on appela Elena pour lui annoncer qu'un donateur anonyme avait couvert tous les coûts de la chirurgie, elle éclata en larmes sur place, au restaurant, devant clients et collègues. David était présent. Il était arrivé plutôt exprès, voulant être là lorsqu'elle recevrait la nouvelle. Il vit le moment exact où elle décrocha le téléphone, vit l'expression de confusion se transformer en incrédulité, puis en pure joie. Elle raccrocha et courut vers lui, le serrant si fort qu'il chancela en arrière. « Merci, merci, merci. » Elle signala frénétiquement entre les sanglots. « Tu avais dit que ça marcherait. Tu avais dit de faire confiance. Et ça a marché. » David rendit l'étreinte, sentant le poids du mensonge croître à chaque seconde. Elle pensait que c'était une coïncidence, que ses paroles d'encouragement avaient d'une manière ou d'une autre attiré ce miracle. Il la laissa croire cela. Pour l'instant. Mais la situation se compliqua lorsqu'Elena commença à poser des questions. Qui était le donateur? Pourquoi avait-il choisi son fils précisément? Y avait-il un lien? L'hôpital ne pouvait rien révéler, protégé par des clauses de confidentialité strictes. Mais Elena était persévérante. Elle commença à enquêter, à passer des appels, à chercher des indices. David réalisa qu'il avait sous-estimé son intelligence. Elena n'était pas qu'une simple serveuse travailleuse. Elle était vive, observatrice, déterminée. Elle commença à remarquer des choses. Comment David avait toujours de l'argent pour de généreux pourboires. Comment ses vêtements,
bien que discret, était de marque chère. Comment il ne parlait jamais de problèmes financiers, ne se plaignait jamais des factures ou du coût de la vie. Une nuit, elle demanda directement. « Que fais-tu, David ?»« Travail. » répondit-il vaguement. « Dans quoi ?»« Affaires. »« Quel genre d'affaires ?» Il détourna le regard. « Je préfère ne pas parler de travail ici. Cet endroit est mon refuge. » Elle accepta la réponse, mais il vit le doute dans ses yeux. La graine du soupçon avait été plantée. Et plus il essayait d'éviter le sujet, plus elle semblait déterminée à découvrir la vérité. Pendant ce temps, le fils d'Helena se préparait pour la chirurgie. David demanda à le rencontrer avant l'intervention. Helena hésita, mais accepta. Ils fixèrent un rendez-vous dans un parc le samedi matin. David arriva nerveux, plus nerveux que pour n'importe quelle réunion d'affaires à laquelle il avait assisté. Le garçon était petit pour ses 7 ans, avec les mêmes yeux expressifs que sa mère et un sourire qui illuminait tout son visage. Il courut vers David et commença à signer avec l'enthousiasme caractéristique de l'enfance. « Salut, tu es l'ami de ma mère. Elle parle beaucoup de toi. » David sentit son cœur fondre. Il passa tout l'après-midi à jouer avec le garçon, à parler en signe des dinosaures et des fossiles, et de toutes les choses fascinantes qui occupaient l'esprit d'un enfant curieux. Helena observait de loin, assise sur un banc, et quelque chose dans son regard avait changé. Il y avait de la tendresse, mais aussi de la vulnérabilité. Quelque chose de plus profond émergeait entre eux, et David savait qu'il ne pouvait pas continuer à mentir bien longtemps. Lorsque la journée se termina et que David prit congé, le garçon le serra fort. « Merci d'avoir fait sourire ma mère à nouveau. Elle était très triste avant que tu n'arrives. » Les mots frappèrent David en plein cœur. Il regarda Helena, les larmes aux yeux, et sut qu'il avait franchi une ligne invisible. Ce n'était plus seulement de l'attirance ou de l'intérêt. C'était réel, quelque chose qui exigeait honnêteté. Mais pas encore. Pas encore prêt à risquer de tout perdre. La chirurgie devait passer d'abord. Il verrait le garçon recouvrer l'audition. Ensuite, quand tout serait stable, quand il saurait qu'il serait en sécurité, il dirait toute la vérité. Et espérerait qu'Helena pourrait lui pardonner. Dans les jours suivant l'opération, David visita l'hôpital quotidiennement. Officiellement comme ami de la famille. Mais les médecins le traitaient avec une déférence étrange, et il réalisa que certains savaient qui avaient réellement payé pour tout. Helena remarqua les regards échangés, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsqu'elle approchait. La méfiance dans ses yeux grandit. Et David sut que le temps pressait. La vérité finirait par éclater, d'une manière ou d'une autre. La seule question était de savoir s'il aurait le courage de la révéler le premier, ou s'il serait découvert comme un menteur. La chirurgie fut un succès. Lorsque les médecins retirèrent les bandages et effectuèrent le premier test, le garçon tourna la tête vers le son d'une cloche. Helena s'effondra, submergée par le choc et la gratitude, serrant son fils alors que les larmes coulaient librement. David observait depuis la porte de la chambre, le cœur à la fois brisé et réparé. Il leur avait offert cela. Il avait rendu au garçon quelque chose de précieux. Mais le coup de cette générosité viendrait encore. Pendant les semaines de récupération, David intensifia sa présence dans leur vie. Il apportait des livres pour le garçon, des fruits frais, de petits cadeaux qu'il prétendait avoir trouvés en promotion. Helena acceptait tout avec gratitude, mêlée à quelque chose qui semblait être une méfiance croissante. Elle l'observait lorsqu'elle pensait qu'il ne faisait pas attention. Étudiait ses vêtements, ses chaussures, sa montre discrète mais manifestement coûteuse à son poignet. Une nuit, après le dîner au restaurant, Helena demanda à parler en privé. Ils se rendirent au petit parking à l'arrière, où la lumière des lampadaires créait de longues ombres sur l'asphalte fissuré. Elle croisa les bras et le regarda avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Je dois savoir qui tu es vraiment. » Elle signa avec des mouvements fermes, sans place pour l'esquive. « Tu viens ici tous les jours avec des pourboires qui valent plus que mon salaire hebdomadaire. Tu portes des vêtements qui coûtent plus que mon loyer. Et d'une manière ou d'une autre, magiquement, un donateur mystérieux apparaît pour payer une chirurgie de 250 000 $ juste après que je t'en ai parlé. Tu crois que je suis idiote ?» David sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le moment qu'il redoutait et en même temps désirait était arrivé. Il ne pouvait plus reculer. Il ne pouvait plus se cacher. Il inspira profondément, les mains tremblantes en commençant à signer. « Tu as raison. Je n'ai pas été honnête. Mon nom complet est David Chen. Je suis propriétaire de Chen Technologies. L'entreprise vaut 3 milliards de $. Je vis dans un manoir de l'autre côté de la ville. Et oui, c'est moi qui ai payé pour la chirurgie de ton fils. » Le visage d'Helena passa par une série d'émotions si rapides qu'il eut du mal à suivre. Choc, colère, confusion, trahison.
Elle fit un pas en arrière comme si, à ses yeux, il s'était transformé en quelqu'un d'autre. Tu as menti. Pendant tout ce temps, tu as menti. Elle signa avec tant de force que les mouvements semblaient couper l'air. Je t'ai parlé de mes difficultés, des factures que je ne peux pas payer, de travailler 2 postes pour nourrir mon fils. Et tu étais là, assis avec des milliards à la banque, faisant semblant d'être une personne normale. Pourquoi? C'était amusant pour toi? Un passe-temps intéressant? Non. David signa désespérément. Il ne s'agissait jamais de cela. Tu as été la première personne depuis des années à me traiter comme un être humain. Pas comme l'homme riche. Pas comme une opportunité. Juste comme David. Je ne voulais pas perdre cela. Je ne voulais pas que l'argent change ce que nous avions. Et tu crois que mentir n'a pas changé les choses? Elena pleurait maintenant, des larmes de colère mêlées à la douleur. Tu m'as fait sentir pathétique. Tu as fait en sorte que je paraisse demander la charité sans le savoir. Tu as transformé chaque conversation que nous avons eue en farce. Ce n'était pas une farce. David tenta de s'approcher, mais elle leva la main pour l'en empêcher. Chaque mot qu'il avait dit était vrai. Chaque sentiment était réel. La seule chose que j'ai cachée, c'est l'argent. L'argent n'est pas une petite chose. Elena explosa. L'argent, c'est le pouvoir. C'est le choix. C'est la différence entre le désespoir et la sécurité. Et tu avais tout ce pouvoir en faisant semblant d'être comme moi. Ce n'est pas petit, David. C'est énorme. Elle tourna le dos, les épaules secouées par des sanglots retenus. David resta là, complètement perdu sur ce qu'il devait faire. Il avait imaginé cette conversation des centaines de fois, mais jamais ainsi. Jamais avec autant de douleur et de colère juste. Pars. Elena signa enfin sans se retourner. Je dois réfléchir. Je ne veux pas te voir maintenant. David obéit, chaque pas jusqu'à la voiture pesant comme du plomb. Il conduisit jusqu'à la maison en pilote automatique, le manoir l'accueillant avec son silence familier et désormais étouffant. Il avait obtenu ce qu'il craignait le plus. Il l'avait perdu à cause de sa propre lâcheté. Les jours suivants furent un supplice. David n'alla pas au restaurant. Il ne pouvait pas. L'idée même de voir Elena et de rencontrer le rejet dans ses yeux, qui autrefois brillaient en le voyant, était trop à supporter. À la place, il travailla 20 heures par jour, s'immergeant dans les réunions et négociations dans une tentative désespérée de ne pas penser. Mais penser était tout ce qu'il faisait. Seul dans le manoir la nuit, il repassait chaque conversation, chaque moment partagé. C'était réel. Il le savait au fond de son âme. Ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre transcendait les circonstances et les secrets. Mais serait-ce suffisant? Serait-ce assez fort pour survivre à cette rupture de confiance? Le 7e jour de silence, David prit une décision. Il ne pouvait pas simplement accepter la défaite. Pas après avoir enfin trouvé quelqu'un qui le faisait se sentir vivant à nouveau. Il devait se battre. Mais pas avec de l'argent ou des cadeaux coûteux. Il devait se battre avec la vérité. Avec la vulnérabilité. Avec tout ce qu'il avait caché, non seulement à Elena, mais à lui-même pendant des décennies. Il passa les jours suivants à préparer quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il écrivit tout. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque moment de sa vie solitaire qu'il avait mené à ce restaurant où il l'avait rencontré. Il écrivit sur ses parents, sur sa solitude en grandissant, sur la construction d'un empire tout en se perdant dans le processus. Il écrivit sur la façon dont la surdité était devenue une excuse commode pour s'isoler, sur la manière dont il avait utilisé l'argent comme barrière entre lui et le reste du monde. Et il écrivit sur elle. Sur comment ce premier signe avait fissuré toutes ses défenses. Sur comment chaque conversation lui rappelait qu'il existait une vie au-delà des tableaux et des profits. Sur comment son sourire avait illuminé des recoins de son âme qu'il croyait morts à jamais. Lorsqu'il eut terminé, il avait 60 pages de vérité pure. Il les fit imprimer et relier dans un livre simple, sans ostentation. Sur la couverture, seulement, pour Elena, avec toute la vérité que j'aurais dû te dire dès le début. Mais remettre le livre ne suffirait pas. David savait qu'il devait faire quelque chose de plus. Un geste montrant qu'il comprenait réellement ce qu'il avait fait de mal. Qu'il reconnaissait le déséquilibre du pouvoir, l'injustice du mensonge, la violation de confiance. Alors il prit une décision radicale. Il contacta ses avocats et établit un fonds fiduciaire de 5 millions de dollars au nom d'Elena et de son fils. Ce n'était pas un cadeau ni de la charité. C'était une restitution. La reconnaissance qu'elle méritait sécurité et choix autant qu'il en avait toujours eu. Le fonds serait disponible indépendamment de ce qui se passerait entre eux. Sans condition. Sans attente. Lorsque les papiers furent prêts, David trouva enfin le courage de retourner au restaurant. Il était 7 heures du soir, l'heure à laquelle il arrivait habituellement. Il poussa la porte,
le cœur battant à tout rompre. Elena était là, servant une table dans le coin opposé. Lorsqu'elle le vit, elle se figea. Pendant un interminable instant, ils se regardèrent simplement à travers la salle bondée. Puis Elena dit quelque chose au client, posa le plateau sur le comptoir et s'avança vers lui. Son visage était un masque soigneusement neutre, mais David pouvait voir la tempête d'émotions derrière. « Peut-on parler ?» Il signa avec hésitation. « S'il te plaît, donne-moi juste une chance d'expliquer tout. » Elena l'étudia longuement. Enfin, elle hocha la tête. « Mon service se termine dans 30 minutes. Retrouve-moi dehors. » David attendit dans le parking, tenant le livre comme s'il s'agissait d'une planche de salut. Lorsqu'Elena sortit par la porte arrière, toujours en tablier, il tendit le livre en tremblant. « J'ai tout écrit ici. Toute la vérité. Qui je suis, pourquoi j'ai menti, ce que tu représentes pour moi. Je ne demande pas de pardon immédiat. Je demande seulement que tu le lises. Que tu comprennes. Et ensuite décide si tu peux me donner une autre chance. » Elena prit le livre, ses doigts frôlant les siens dans le processus. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. La colère s'était calmée, laissant place à quelque chose de plus complexe. Curiosité, peut-être. Ou espoir prudent. « Je vais lire. » Signa-t-elle enfin. « Mais je ne peux rien promettre d'autre. »« Je sais. C'est tout ce que je demande. » Elle serra le livre contre sa poitrine et se retourna pour s'éloigner. David la regarda disparaître dans la nuit, sans savoir si elle reviendrait un jour. 5 jours s'étaient écoulés sans aucun mot d'Elena. 5 jours qui avaient paru 5 ans à David. Il n'avait pas essayé de forcer le contact, respectant l'espace qu'elle avait demandé. Mais chaque heure de silence érodait un peu plus son espoir. Peut-être avait-il détruit quelque chose d'irréparable. Peut-être que certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient plus être reconstruits. Le matin du 6e jour, David était dans sa bibliothèque lorsque la sonnette retentit. Le gardien annonça par l'interphone qu'une femme demandait à le voir. Elena. Le cœur de David s'emballa. Il courut jusqu'au portail principal, l'ouvrant lui-même pour la première fois depuis des années. Elena se tenait dehors, vêtue d'un jean et d'un simplot, le livre de David serré contre sa poitrine. Son visage était difficile à lire, mais elle était venue. Cela représentait déjà quelque chose. « Puis-je entrer ?» signa-t-elle. David ouvrit complètement le portail, et pour la première fois, elle vit où il vivait réellement. Ses yeux s'écarquillèrent en contemplant l'étendue de la propriété, le manoir imposant en pierre et en verre, les jardins méticuleusement entretenus s'étendant sur des hectares. Il la regarda absorber tout cela, voyant son monde à travers ses yeux et ressentant de la honte face à cette opulence excessive. Ils marchèrent en silence jusqu'à un gazebo proche du lac artificiel au fond de la propriété. David attendit, ne sachant pas s'il devait commencer à parler ou la laisser guider la conversation. Enfin, Elena s'assit sur un des bancs en bois et plaça le livre entre eux. « J'ai tout lu. 3 fois. » Elle commença à signer lentement. « J'ai pleuré à chaque lecture. Pour ta solitude. Pour ma colère. Pour le temps que nous avons perdu à cause de la peur. » David sentit les larmes lui piquer les yeux. Elena continua, ses mouvements délibérés et chargés d'émotion. « Tu avais tort de mentir. Complètement tort. Mais après avoir lu sur ta vie, je comprends pourquoi tu l'as fait. Ce n'est pas une excuse, mais ça explique. » Elle fit une pause, mordant sa lèvre. « J'ai passé les derniers jours à essayer de décider si ce que nous ressentions était réel ou juste une fantaisie construite sur des mensonges. Et tu en es arrivé à une conclusion ?» demanda David, à peine osant respirer. « Oui. Les sentiments étaient réels. Ils le sont. » Elle corrigea, regardant directement dans ses yeux. « Mais ça ne résout pas tout. Tu as des milliards. Je nettoie des tables. Ce déséquilibre ne disparaît pas simplement parce que nous tenons l'un à l'autre. » David acquiesça, avalant sa salive. « Je sais. C'est pour cela que j'ai créé le fonds fiduciaire. Pas pour acheter ton pardon, mais pour rétablir l'équilibre. Pour que tu aies les mêmes choix que j'ai toujours eus. » Elena resta immobile. « Quel fonds fiduciaire ?» David expliqua tout. Les 5 millions de dollars. L'absence de conditions. Le fait que l'argent était à elle, peu importe ce qui se passerait entre eux. Pendant qu'il parlait, il vit une progression d'émotions traverser le visage d'Elena. Choc. Incrédulité. Et puis, de manière inattendue, plus de colère. « Tu ne comprends vraiment pas, hein ?» signa-t-elle avec force. « Ce n'est pas une question d'avoir le même argent que toi. C'est que tu crois pouvoir tout résoudre avec de l'argent. Que tu peux réparer le mensonge en jetant des millions sur le problème. Ce n'est pas ça. » protesta David. « J'essayais de faire la bonne chose. La bonne chose aurait été d'être honnête dès le début.
Elena se leva, marchant jusqu'au bord du lac. David la suivit, désespéré de la faire comprendre. Mais alors quelque chose se produisit. Elena se retourna brusquement, et dans ses yeux il y avait quelque chose de différent. Pas de la colère. De la compréhension. Elle soupira profondément avant de signer à nouveau. « Tu sais ce que j'ai réalisé en lisant ton livre ? Tu es aussi prisonnier de la culpabilité et de la peur que tu l'as été du silence toutes ces années. Tu as construit des murs si hauts que même des milliards ne peuvent les abattre. Et maintenant tu essaies de me donner de l'argent parce que c'est le seul langage que tu connais. » David sentit les mots toucher quelque chose de profond. Elle avait raison. Complètement raison. Alors apprends-moi un autre langage. Signa-t-il avec une vulnérabilité qu'il n'avait jamais permise. Apprends-moi à faire cela correctement. Parce que je ne veux pas te perdre. Tu es la seule chose réelle que j'ai. Elena resta silencieuse un long moment, étudiant son visage. Puis quelque chose changea. La tension dans ses épaules se relâcha légèrement. Il y a quelque chose que tu ignores. Commença-t-elle doucement. Quelque chose que j'ai découvert en lisant ton livre et en réfléchissant à tout cela. Le cœur de David s'accéléra. Quoi ? Tu as écrit sur la façon dont la surdité a toujours été une barrière entre toi et le monde. Comment tu as utilisé cela comme excuse pour t'isoler ? Elena fit un pas de plus vers lui. Mais as-tu réalisé que c'est exactement cela qui nous a connectés ? Ta surdité n'a pas été une barrière. Elle a été un pont. C'est ce qui m'a fait te voir vraiment quand personne d'autre ne le faisait. David sentit quelque chose se fissurer en lui, mais d'une bonne manière. D'une manière qui laissait entrer la lumière. Et il y a plus. Elena continua, les yeux brillants maintenant. Tu as payé pour la chirurgie de mon fils. Tu lui as rendu quelque chose de précieux. Mais tu m'as aussi aidé à comprendre quelque chose d'important. Elle posa sa main sur le cœur de David. La surdité ne le définit pas. Comme elle ne te définit pas non plus. C'est une partie de ce que vous êtes, mais ce n'est pas tout. David couvrit sa main de la sienne, incapable de parler, ressentant simplement. Alors voici ce que je propose. Elena signa de sa main libre. Nous recommençons. Vraiment cette fois. Sans mensonge, sans secret. Tu me montres ton monde de milliardaires ridiculement riches. Je te montre le mien de mère célibataire qui travaille dur. Et nous découvrons où ces mondes peuvent se rencontrer au milieu. Tu me donnes une autre chance ? David avait du mal à y croire. Nous nous donnons une autre chance. Corrigea Elena. Parce que nous avons tous les deux fait des erreurs. Tu as menti, mais moi aussi j'ai jugé sans essayer de comprendre pleinement. Nous avons tous les deux laissé la peur guider nos décisions. David la tira dans ses bras, sentant pour la première fois depuis des décennies qu'il méritait peut-être ce bonheur. Elena rendit l'étreinte, posant la tête contre sa poitrine. Mais il y a des conditions. Elle se recula légèrement pour signer. Le fonds fiduciaire reste intact. Je ne toucherai pas cet argent maintenant. Quand je serai prête, si jamais je le suis, nous pourrons en discuter. Mais je ne veux pas que cela fasse partie de ce que nous sommes maintenant. Je dois savoir que tu me veux pour ce que je suis, et non pour ce que tu peux faire pour moi. D'accord. Répondit David sans hésitation. Tout ce dont tu auras besoin. Et tu dois suivre une thérapie. Ajouta Elena fermement. Tu portes trop de traumatismes seul. Tu dois traiter la perte de tes parents, la solitude, tout cela avant que nous puissions vraiment construire quelque chose de sain ensemble. David cligna des yeux, surpris, puis sourit. Le premier vrai sourire depuis des jours. Tu as raison. Je commence cette semaine. Parfait. Elle lui rendit son sourire. Moi aussi, je vais commencer. Parce qu'élever un enfant seul tout en travaillant à 2 emplois a laissé des marques que je dois soigner. Ils restèrent là, main dans la main au bord du lac, tandis que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. Ce n'était pas encore une fin heureuse. C'était un nouveau départ compliqué et incertain. Mais c'était réel. Et pour la première fois, David comprit que le réel valait infiniment plus que le parfait. Il y a une chose que je veux faire. Signa-t-il après un moment. Je veux connaître officiellement ton fils. Pas comme l'homme mystérieux du restaurant ou le bienfaiteur secret. Comme David. L'homme qui est amoureux de sa mère. Elena rit, le son silencieux mais visible dans la façon dont tout son visage s'illumina. Il va adorer. Surtout quand il découvrira que tu es aussi sourd. Il aura tellement de questions. Je suis prêt pour toutes. Promis David. Plus de secrets. Plus de secrets. Acquiesça Elena. Ils retournèrent au manoir, main dans la main, et pour la première fois depuis leur rencontre, il n'y avait aucune ombre entre eux. Juste la vérité nue et crue, avec toutes ses imperfections et possibilités. Et d'une certaine manière, c'était plus que suffisant. C'était tout. 6 mois plus tard,
David était assis par terre dans le salon d'Elena, entouré de blocs de construction et de dessins de dinosaures. Son fils, désormais avec l'audition partiellement restaurée, parlait et signait simultanément, trop excité pour choisir une seule méthode de communication. Il racontait un fossile qu'il avait vu au musée, les mots sortant maladroitement mais pleins d'enthousiasme. David répondait en signe, ajoutant parfois des mots parlés lorsque le garçon demandait à entendre comment certaines choses sonnaient. La thérapie avait aidé David à traiter des décennies d'isolement auto-imposé. Il avait appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, que demander de l'aide ne diminuait pas sa valeur, et que la connexion humaine valait plus que n'importe quelle somme sur son compte bancaire. Elena entra de la cuisine avec 3 mugs de chocolat chaud. Elle avait réduit à un seul service au restaurant, non pas parce que David l'exigeait, mais parce qu'elle avait enfin obtenu une bourse complète pour étudier les soins infirmiers. Le vieux rêve d'aider les gens, mis de côté pendant des années par nécessité de survie, avait enfin de l'espace pour s'épanouir. La mère d'Elena, qui avait initialement accueilli David avec une méfiance compréhensible, le traitait maintenant avec une affection sincère. Elle préparait le dîner dans la cuisine, fredonnant doucement une chanson que David ne pouvait pas entendre mais percevait à travers les vibrations de l'air. « Comment s'est passée la séance aujourd'hui » signa Elena en s'asseyant à côté de lui sur le canapé. « Difficile. » admit David. « Nous avons parlé de mes parents. De la culpabilité que j'ai portée pour l'accident, même enfant. De comment j'ai transformé cette culpabilité en mur. » Elena prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « Je suis fier de toi. Je sais que ce n'est pas facile. Ça devient plus facile. » Il sourit. « Surtout avec toi et cette petite famille folle à retrouver. » Le garçon leva les yeux en voyant les deux signer. « Vous parlez de moi ?»« Toujours. » signa David avec un sourire. « Tu es notre sujet préféré. » Le garçon leva les yeux au ciel de manière dramatique, un geste universel des enfants de 7 ans dans n'importe quelle langue. Les adultes sont bizarres. Cette nuit-là, après que le garçon se soit endormi et que la mère d'Elena soit allée se coucher, David et Elena restèrent seuls sur la petite terrasse de l'appartement. Le contraste entre cet espace exigu et son manoir ne pouvait être plus grand, mais David ne s'était jamais senti plus chez lui. « Il y a quelque chose dont je veux te parler. » commença Elena, ses doigts nerveux jouant avec l'ourlet de son haut. À propos du fonds fiduciaire. Le cœur de David s'accéléra, mais il garda une expression neutre. « J'écoute. Je n'irai pas encore l'utiliser pour moi. Mais je veux utiliser une partie pour quelque chose d'important. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Je veux créer un programme de bourse pour les parents d'enfants sourds. Aider les familles à apprendre la langue des signes, payer des thérapies, offrir du soutien. Parce que personne ne devrait avoir à choisir entre travailler et communiquer avec son propre enfant. » David sentit la fierté exploser dans sa poitrine. « C'est parfait. » signa-t-il. « Tu es parfaite. » Loin de là. Elena rit. « Mais j'essaie de faire quelque chose de bien avec des ressources bonnes. Ça me semble juste. » Ils travaillèrent ensemble les semaines suivantes pour établir la fondation. David offrait son expérience en gestion et ses connexions professionnelles. Elena apportait sa passion et sa compréhension profonde des besoins réels des familles. Ensemble, ils créèrent quelque chose qui aiderait des centaines de personnes, transformant le mensonge initial en quelque chose de véritablement significatif. 3 mois plus tard, lors de la soirée d'inauguration du programme, David prépara une surprise. Il avait loué tout l'Océan Bleu, le restaurant où tout avait commencé. Il avait décoré simplement, sans ostentation, juste des bougies et des fleurs discrètes. Il invita seulement les personnes les plus importantes, Elena, son fils, sa mère, et quelques collègues du restaurant devenus amis. Lorsqu'Elena arriva et vit l'endroit, les larmes lui montèrent immédiatement aux yeux. David la conduisit à la table du coin, la même où il s'était assis seul pendant tant d'années avant qu'elle n'apparaisse. « C'est ici que ma vie a changé. » signa-t-il, le cœur battant fort. « C'est ici que j'ai découvert que le silence n'était pas ma prison. C'était juste l'espace entre les mots attendant la bonne personne pour le remplir. » Elena se couvrit la bouche, comprenant ce qui allait se passer. David s'agenouilla, sortant une petite boîte de sa poche. À l'intérieur se trouvait une bague simple mais magnifique, sans les diamants ostentatoires que son argent pouvait acheter. Juste un anneau en or avec une petite pierre bleue. « Tu m'as appris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars. » Continua-t-il, les mains légèrement tremblantes. « Elle se mesure en connexion. En moment. En quelqu'un qui te voit vraiment, pas seulement la surface que tu montres au monde. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as écouté quand j'étais silencieux. Tu m'as aimé quand je pensais ne pas mériter d'être aimé. » Elena pleurait maintenant ouvertement, les larmes coulant librement alors qu'elle observait. « Alors je demande, ici, à l'endroit où tout a commencé, acceptes-tu de continuer à m'apprendre ce qui compte vraiment ?
Acceptes-tu de construire une vie avec moi, non pas malgré nos différences, mais en les célébrant? Elena Rodriguez, acceptes-tu de m'épouser? Il y eut un moment de silence chargé. Puis Elena signa avec des mains tremblantes mais fermes. Oui. 1000 fois oui. David glissa la bague à son doigt, et lorsqu'il se leva, elle le tira pour un baiser qui semblait sceller non seulement un engagement, mais la promesse que deux mondes différents pouvaient fusionner en quelque chose de complètement nouveau et beau. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, dans une cérémonie petite mais parfaite. La moitié des invités signaient, l'autre parlait, et tous communiquaient à travers le langage universel de l'amour et de la célébration. Le fils d'Elena servit de page, fier dans son petit costume, signant les alliances au lieu de les porter. Lorsque David et Elena échangèrent leurs vœux, ils le firent dans les deux langues, parler et signer, pour que tous puissent en être témoins. Ils promirent honnêteté, vulnérabilité, soutien mutuel. Ils promirent de créer une famille où les différences étaient des cadeaux, pas des problèmes. Ils promirent de se souvenir toujours d'où ils venaient et d'utiliser leurs ressources pour aider les autres. 1 an après le mariage, des jumeaux naquirent. Une fille et un garçon, tous deux entendants, mais élevés bilingues dès le premier jour. David les tenait dans ses bras, émerveillé que ces petits êtres existent, qu'il ait contribué à les élever, qu'ils méritent ce bonheur improbable. Elena l'observait dans ces moments, le cœur trop plein pour des mots. Ils avaient transformé leurs histoires individuelles de perte et de solitude en quelque chose de plus grand. Une famille qui choisit activement l'amour chaque jour. Une maison qui était un foyer non pas par sa taille ou sa valeur, mais par les personnes qui y vivaient. Le fils aîné d'Elena, maintenant âgé de 9 ans, adorait les jumeaux. Il leur enseignait des signes de base avant même qu'ils ne puissent parler, créant un pont de communication qui transcendait les méthodes traditionnelles. La mère d'Elena vivait avec eux, aidant à prendre soin des enfants et ayant enfin la sécurité financière qu'elle méritait après des années de lutte. David avait appris que la vraie fortune n'était pas dans les zéros de son compte bancaire. Elle était dans les petits moments, le petit déjeuner chaotique avec des enfants bruyants, les conversations murmurées avec Elena tard le soir, les signes échangés à travers des salles bondées qui disaient « je t'aime » en silence. La fondation qu'ils avaient créée ensemble se développa, aidant des centaines de familles. David utilisait sa richesse de manière enfin significative, non pour impressionner ou accumuler, mais pour créer un véritable changement. Elena termina ses études de soins infirmiers en tête de sa promotion, travaillant à mi-temps dans une clinique desservant des communautés défavorisées. Ensemble, ils prouvèrent que le véritable amour n'ignore pas les différences ou les difficultés. Il les embrasse. Il grandit à travers elles. Il devient plus fort grâce à elles. Des années plus tard, lorsque l'on demandait à David le secret de sa transformation, d'homme solitaire et isolé à père et mari accompli, il donnait toujours la même réponse. J'ai appris que nous n'avons pas besoin d'entendre avec les oreilles pour vraiment écouter. Nous devons écouter avec le cœur. Et lorsque nous le faisons, le monde entier s'ouvre d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Elena ajoutait, « Et nous avons découvert que la vraie richesse n'est pas ce que nous possédons, mais qui nous aimons et comment nous choisissons de nous montrer à eux chaque jour. » C'était la vérité qu'ils portaient, la leçon qu'ils vivaient, et l'héritage qu'ils transmettraient à leurs enfants, qu'au final, ce qui nous sauve n'est pas l'argent, le statut ou la perfection. C'est la connexion humaine. C'est la vulnérabilité. C'est le courage d'être vu et de voir les autres véritablement.